Aucune histoire ne ressemble à l'autre. La vraie question, c'est qui n'a pas de problème mental? S'occuper de sa pensée, de ses émotions, de ce qu'on somatise, de ce qu'on garde en nous, mais pour moi, c'est une responsabilité, c'est même pas un luxe. Comment les expériences vécues dans l'enfance peuvent-elles influencer les difficultés que l'on rencontre à l'âge adulte? Notre système nerveux va se dire « Ah, il y a un problème », va faire en sorte de manière inconsciente, à chaque fois, de faire revivre le scénario à la personne concernée. Il va le faire jusqu'à ce que, enfin, on puisse trouver une solution. La nature nous a offert des organes pour fonctionner. Donc nos émotions, ce n'est pas une fragilité. C'est ta tête qui te parle, qui te dit ce dont tu as besoin. Dans les difficultés de couple en général, la plupart des problèmes pourraient être vraiment résolus. Mais là où ça bloque, c'est qui a tort, qui a raison. Mais la relation n'est pas un tribunal en fait. Pourquoi on s'acharne autant à avoir raison au risque de détruire le lien en fait? L'intimité, elle se construit d'abord sur la vulnérabilité, sur l'espace que l'on crée entre nous pour qu'on puisse se montrer intégralement comme on est, dans la sécurité et dans l'accueil de l'un et de l'autre. Comment tu aides tes patients à identifier ces schémas avant qu'ils ne sabotent tout? Je leur demande souvent quel est le souvenir le plus ancien que vous ayez en tête qui se rapproche de l'expérience que vous décrivez aujourd'hui. Donc j'essaie de voir comment la solution disponible dans le passé se retrouve dans le présent. C'est quoi la définition claire de l'emprise? La prise de pouvoir d'un individu sur la psychologie de l'autre, sur sa volonté, sur ses désirs, sur sa liberté. Notre culture peut enfermer un enfant qui est maltraité et qui est devenu adulte. Parce qu'au nom de Ridat al-Walidin, il va avoir beaucoup de mal à s'extirper d'un parent qui est psychiatriquement dangereux. Tout ce que l'esprit n'exprime pas, le corps finit par l'imprimer sous forme d'anxiété et de trauma. Selon toi, qu'est-ce qu'un trauma? Hello Malek. Bonjour Adnan. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. C'est très réciproque. Merci beaucoup. On entre souvent chez toi au cabinet pour un symptôme, mais on y reste pour se découvrir. Toi qui reçois au quotidien l'intimité des gens, qu'est-ce que ton cabinet révèle sur la vie des Marocains que les statistiques ne disent pas? Qu'est-ce qu'on cache aujourd'hui le plus? Alors je dirais pas qu'on cache, pas du tout même, parce que les personnes qui viennent en thérapie, c'est des personnes qui veulent révéler, justement, et qui veulent vivre dans l'intégralité de leur vérité. Donc je crois que c'est vraiment la dynamique inverse qui se produit chez les gens, les personnes en tout cas qui viennent consulter. Ce que je peux te dire, là je les fais défiler toutes et tous dans ma tête. Tout à l'heure, je me suis amusée à calculer le nombre de personnes que j'ai vues depuis que je suis au Maroc, depuis que j'ai ouvert mon cabinet ici. Et je me suis rendu compte que j'avais écouté à peu près 18 720 histoires différentes depuis que je suis au Maroc. D'accord. C'est énorme quand même. C'est énorme. Waouh. Et je crois qu'il y a un point commun qui est le suivant. Aucune histoire ne ressemble à l'autre. Aucune. Vraiment. Les gens, les hommes et les femmes qui viennent, parce que je n'accompagne que des adultes, viennent pour des histoires professionnelles, des difficultés professionnelles, des difficultés familiales, des difficultés de couple, des difficultés amicales, des difficultés d'amour. Et tous et toutes, quelle que soit la situation qu'ils présentent, qu'ils décrivent, ont un besoin en commun qui est celui d'être reconnus, d'être aimés pour ce qu'ils sont, de se sentir légitimes. Et ça, quelle que soit la forme de l'histoire qui m'est présentée, même pour des histoires en lien avec des relations professionnelles, il y a toujours ce besoin de reconnaissance, de trouver sa place et de la prendre pleinement. Vraiment, il y a un besoin d'amour et de reconnaissance qui est présent chez tout le monde et je pense que c'est ce qui fait notre humanité partagée. Je ne pense pas que ce soit le cas uniquement des personnes que j'accompagne en thérapie. Je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Et eux, ils en sont les représentants et les représentantes. Et que constates-tu du rapport à la psychothérapie aujourd'hui? Est-ce que ça s'est démocratisé? Ah, et grandement. Ouais. Grandement. Je suis... là, ça fait maintenant à peu près 13 ans que j'ai ouvert au Maroc. Déjà, ceux qui viennent ont une ouverture d'esprit. Donc, ils ne viennent pas en mode « je me cache », pas du tout. Voilà. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'une bonne partie d'entre eux sont en visio aussi. Ils peuvent être à Casablanca, là où je me trouve, mais ils sont en visio à Casablanca même. Des fois, je fais des sessions avec eux entre midi et 2 pendant qu'ils sont au travail. Et quand il y a des collègues de travail qui passent à côté d'eux, ils leur disent « non, je suis occupée, je suis avec ma psy ». D'accord.
Ah ouais. Ou des fois, quand ils sont dans la salle d'attente, je peux les entendre dire: «Non, je te rappelle dans 1 heure, je vais voir ma psy». Donc c'est extrêmement révélé. Tout à l'heure, tu me disais: «Qu'est-ce qu'on cache?» Moi, je pense au contraire, on révèle et c'est pris avec beaucoup, beaucoup de légèreté et de sérieux à la fois. C'est devenu une question de, comment dire? De nécessité, d'hygiène mentale presque. Et je ne vois plus trop de tabous, après peut-être que mon regard est biaisé parce que ceux qui viennent forcément n'ont pas de tabou par rapport à ça, mais je pense qu'avec le temps, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus démocratisé, et notamment grâce aux réseaux sociaux et à tous les psychothérapeutes et psychologues qui prennent la parole. Et c'est devenu, il y a des vidéos qui sont devenues virales aussi grâce à ça et qui ont, je pense, facilité l'accès ou rendu l'accès plus D'accord. facile. Mais si je te demande par exemple le pourcentage, maintenant on est au Maroc, Oui, c'est différent que l'Europe, que l'Asie, mais au Maroc, oui. le pourcentage de population qui consulte maintenant les médecins thérapeutiques. Je Wesh, serais incapable de te dire, je de, n'ai pas de chiffres fiables par rapport d'accord. à ça. Je, je- alors, j'ai cherché, hein, pour être honnête avec toi, j'ai trouvé d'anciens chiffres, mais je pourrais pas te dire exactement. Mais je ne peux pas croire qu'il est en baisse, ça c'est certain. Ouais. Parce moi, Zama, j'ai vécu dans un milieu social normal, mais on a tendance toujours de voir quelqu'un qui va vers le psy, c'est quelqu'un qui est un peu, c'est pas fou, mais qui a un problème mental. Donc, comme tu dis, les choses sont changées maintenant. Oui. Il faut aller vers le psy, c'est courageux, faut sortir ce qu'on a intrinsèquement. Alors, Faut- la vraie question, c'est qui n'a pas de problème mental? Exactement. Ouais. C'est impossible de ne pas en avoir. C'est-à-dire que la vie est dense, elle est complexe, et se dire qu'on n'en a pas, c'est être dans un déni total et absolu. Je veux dire, s'occuper de sa pensée, de ses émotions, de ce qu'on somatise, de ce qu'on garde en nous, mais pour moi, c'est une responsabilité, c'est même pas un luxe. Si on regarde la carte des douleurs que tu traites, Oui, il y a le cœur, la famille, le statut social. Et on pense souvent que le stress du boulot qui nous achève, mais en réalité, c'est l'amour qui remplit tes journées, en ah fait. oui, Euh, Pourquoi est-ce le sujet le plus complexe en thérapie? l'amour. Ouais, Alors, tu sais, je fais très attention aux généralités parce que les histoires sont tellement singulières. d'accord. Je ne pense pas que le travail nous achève, parce que pour certaines personnes que j'accompagne, c'est même ça qui les a sauvés, de drames familiaux. Mais pour revenir à l'amour, effectivement, c'est le sujet numéro un, qu'il soit l'amour dans un couple, l'amour amoureux, ou l'amour, le besoin que l'on a d'être aimé et intégré. Si on s'arrête sur l'amour, le besoin d'être validé, intégré, se sentir appartenir à, il est absolument partout. Et quand vous êtes dans votre sphère professionnelle, c'est extrêmement mis en avant, mais de manière inconsciente. Je m'explique. Ouais. Un professionnel, quand tu arrives au travail et que tu mets la casquette du professionnel, tu arrives, que tu le veuilles ou non, avec tout ton bagage psychologique, avec la manière dont tes parents t'ont éduqué, avec tes traumatismes, avec ce que tu as vécu à l'école, avec la manière que tu as eu de te relier à tes petits camarades. Il y a tout ça qui entre en jeu. Évidemment, ce n'est pas écrit sur le front, mais c'est inscrit dans le comportement, c'est inscrit dans notre manière de percevoir le comportement des autres aussi. Et tout ça intervient au travail. Je m'explique, je te donne un exemple Ouais. extrêmement concret. Euh, si un petit garçon n'a jamais eu le droit de prendre la parole au sein de sa famille sous prétexte qu'il est trop petit, سكوت نسا صغير. D'accord? يهجينا بزاف. Ouais. Les familles marocaines, c'est... Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Alors, encore une fois, je veux éviter les généralisations, mais ça peut arriver. Oui, La c'est- preuve, c'est que j'ai des personnes qui sont concernées. Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle? Et peut-être que des personnes vont se reconnaître là-dedans. Bah, ce petit garçon devenu adulte va se retrouver en réunion. Il va avoir certainement quelque chose de très intéressant à dire. Mais intérieurement, il a intégré que ce qu'il a à dire n'a pas d'intérêt. Donc il va se taire. Il va se taire et un autre collègue va dire la même chose que lui, que tout le monde va applaudir. Et là, il va s'en vouloir de s'être tu et il va ressentir aussi beaucoup de honte de n'y être pas parvenu. Donc c'est pour voir comment de manière très silencieuse, très intérieure, notre vie personnelle, notre vie psychologique interfère avec notre vie professionnelle. Et tout ça, le fait qu'on n'arrive pas à parler que ce petit garçon est devenu adulte,
ne parviennent pas à s'exprimer, c'est aussi un sentiment de non-validation venu de ses parents. Ouais. C'était en fait la prochaine question que je voulais te poser. Comment les expériences vécues dans l'enfance, notamment dans le cadre familial, peuvent-elles influencer les difficultés que l'on rencontre à l'âge adulte? Ok. Alors, j'aimerais quand même rassurer Je vais beaucoup les donner un parents. exemple, mais j'aimerais bien un Bien peu sûr. approfondir Oui, cette... oui. ouais. On va l'approfondir. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne notre système nerveux. Et j'aimerais surtout rassurer les parents qui nous écoutent, qui ne croient pas qu'ils sont à l'origine de tous les drames de leurs enfants, mais que c'est vrai, la famille est un des points, enfin, je n'invente rien en disant ça, c'est extrêmement important pour le développement d'un enfant et la perception qu'il a de lui-même. Je m'explique. On a toutes et tous ce qu'on appelle des schémas de comportement précoces, inadaptés. Je vais te dire un peu ce que c'est. Ouais. On dit que les schémas de comportement, c'est des comportements inconscients qu'on a mis en place durant l'enfance pour pouvoir s'adapter à notre environnement. On dit qu'ils sont précoces parce qu'ils sont arrivés à un âge très jeune, et ils sont inadaptés parce qu'on les a enregistrés en nous, et ils nous accompagnent jusqu'à l'âge adulte. Donc on peut avoir des réactions d'enfant en étant adulte. Et on en a toutes et tous. Exemple. Une jeune femme, une petite fille plutôt, devenue une jeune femme, qui a eu des parents qui lui ont dit mais pourquoi tu as eu 18 et pas 20 ? Ils sont les 2 points qui manquent. Okay ? Tu ne dois être qu'excellente, tu ne peux pas être en dessous. Bien sûr que les parents sont bien intentionnés, évidemment qu'ils le sont, d'accord ? Mais qu'est-ce que va croire la petite ? Il faut toujours se remettre à l'échelle du cœur d'un petit enfant. Parce qu'on a tendance à se juger ou à juger notre enfance à travers ou à partir notre filtre d'adulte, qui maintenant peut s'exprimer, peut analyser, mais un enfant, il ne peut pas. Un enfant, tout ce qui se dit, c'est que si ses parents le traitent de cette manière, c'est qu'il le mérite. Un enfant, son horizon, c'est ses parents. Ouais. D'accord ? Il n'a pas les moyens de se dire que ses parents ont des limites comme n'importe quel être humain, qu'ils ont des défauts comme n'importe quel être humain. Donc la manière qu'il a d'être traité, il pense que c'est ce qu'il mérite et que c'est la vérité. Ouais. Donc, revenons à cette petite fille qui a eu 18 et qui n'a pas eu 20. Je caricature un peu, ça aurait pu être un 15 au lieu d'un 18, par exemple. On va souvent lui dire, on pourrait lui dire combien a eu la fille de la voisine. Pourquoi tu n'as pas eu comme elle ? Et ça, j'entends ça ultra souvent chez des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui sont ingénieurs et qui doutent encore de leurs compétences. Bon. Donc elle va se dire quoi ? Elle va se dire que pour être aimée, il faut qu'elle excelle. Et que de toute manière, ses notes... Et on la compare avec la voisine, c'est ça ? Oui. Ouais, Donc c'est malheureux. Ça, c'est pas OK. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, il va sentir que l'amour qu'il reçoit est conditionné. Exact. OK ? Donc, cette petite fille devient une cadre supérieure extrêmement compétente. Elle rêve d'une promotion. Elle obtient le job, le poste rêvé. Sauf que ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'au moment où elle décroche le poste de ses rêves, s'accompagne de cette promotion un sentiment d'imposteur. Et ce sentiment d'imposteur, qu'est-ce qu'il nous fait ressentir ? Il nous fait ressentir qu'on est au mauvais endroit, que les gens se trompent sur nous, qu'ils vont découvrir qu'on n'est pas aussi bon que ça. Parce que quand j'étais petite, quand j'avais 15, c'était pas assez. Je ne suis pas si excellente que ça. Et donc, dans les faits, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va relire ses mails 10 fois à l'avance avant de les envoyer. D'accord ? Et si son N+1 fait une remarque objective en disant « Ah, tu sais quoi, ces chiffres-là, il faut les clarifier », elle va se dire « Oh mon Dieu, je ne suis pas à la hauteur », il va s'en rendre compte. Mais tout ça, on ne le voit pas à l'œil nu. C'est complètement caché, c'est une stratégie de survie que moi, je peux retrouver en thérapie et les gens en parlent avec une souffrance incroyable. Et ce que fait justement notre système nerveux, c'est ça que je voulais expliquer aux téléspectateurs. Oui, on peut dire téléspectateurs. Ouais. C'est que notre système nerveux, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça, c'est hyper intéressant. Notre schéma de comportement, quand on était petit, on en avait besoin. Donc, que va faire cette petite fille ? Elle va se dire « Ah, mes parents ont besoin que j'ai de bonnes notes. » Donc, il y a 2 possibilités. Soit elle va arrêter de travailler parce qu'elle va vouloir s'opposer à ça, d'accord ? Soit au contraire, elle va essayer de compenser et se mettre une pression incroyable pour pouvoir y parvenir, en pensant que sans ces notes-là, elle n'est pas digne d'amour. Mais dans les 2 cas, même dans le cas où elle ne travaillerait pas, ça partirait du principe qu'elle n'est pas digne d'amour. Donc, à quoi bon travailler ? D'accord ? Bon. Que va faire le système nerveux ? Le système nerveux va se dire « Ah, il y a un problème. Il y a un problème d'estime de soi, je n'ai pas trouvé la solution. » Donc le système nerveux va faire en sorte, de manière inconsciente,
à chaque fois de faire revivre le scénario sous différentes formes, différents visages, à la personne concernée. Donc inconsciemment, il va nous amener à des situations où on va devoir de nouveau faire face à ce manque de confiance en nous, au sentiment d'imposteur. Il va le faire jusqu'à ce qu'enfin, on puisse trouver une solution et le dépasser. Je peux te donner un autre exemple concret dont j'ai traité récemment. Un enfant qui est invalidé dans ses émotions. T'exagères, t'es trop sensible, mais tu dis n'importe quoi. J'ai jamais dit ça, tu surinterprètes. Okay ? Il va se sentir extrêmement seul dans ce qu'il ressent. Il va avoir tendance à douter de lui. Okay ? Arrivé à l'âge adulte, il peut se transformer en excellent manager, quelqu'un de brillant. D'accord ? Mais si on le contredit, il va se sentir de nouveau invisibilisé. Donc une des stratégies que va avoir ce super manager, voilà, c'est une femme à laquelle je pense, c'est vraiment d'insister sur ce qu'elle ressent. Parce qu'elle a intégré en elle que ce qu'elle ressent, personne ne va le croire. Ouais. Et donc elle ne comprend pas pourquoi il y a autant d'émotions pour des événements, certes, qui sont importants, mais elle ne comprend pas le lien entre la tristesse qu'elle peut ressentir et l'événement lui-même. D'accord. Voilà comment on est influencé. Ouais. Donc ces schémas construits dans l'enfance peuvent-ils rejouer sur notre manière de nous positionner, de nous engager, de nous définir professionnellement? Oui, complètement. Absolument. Il y a même des gens qui n'osent pas créer leur propre entreprise parce qu'ils ne veulent pas faire face à un échec potentiel, parce qu'on les a menacés, on leur a dit si tu échoues, tu ne seras pas à la hauteur. Donc ils préfèrent rester dans l'illusion d'une possible réussite plutôt que d'affronter un possible échec. Bien sûr que ça influence. Ça nous limite même prendre le risque. Donc la plupart des gens, tu les trouves très très compétents, sont brillants, mais ils n'arrivent même pas à prendre un petit risque de faire l'entrepreneuriat ou de changer un poste. Il y en a qui ont resté dans la même boîte. Exactement. Alors, merci de dire ça, c'est important que tu me le dises, parce que toutes les personnes qui sont au cabinet, que j'accompagne, elles sont toutes brillantes. Elles ont toutes réussi professionnellement ou ont un potentiel extraordinaire. Et pourtant, le doute est là. D'accord. On dit souvent que le couple est un miroir qui ne ment pas. Parfois, on se dispute pour une broutille, une poubelle qui n'est pas sortie ou un message sans réponse. Mais en réalité, on ne se bat pas pour ça. On se bat parce qu'on ait peur d'être abandonné. On ait peur de ne pas compter pour l'autre. Parfois, c'est difficile de se montrer pleinement soi-même. Ok, alors pour que les gens qui nous écoutent voient un peu plus clair dans notre échange. Effectivement, j'ai échangé avec toi auparavant sur ce que moi je percevais. Donc, c'est pour ça que ta question, elle est orientée dans ce sens, pour qu'ils comprennent. Alors effectivement, ce que je perçois dans les difficultés de couple en général, alors je reçois les gens en individuel, je ne prends pas de couple, mais voilà ce que restitue un homme ou une femme sur sa situation. La plupart des problèmes pourraient être vraiment résolus. Vraiment, vraiment. Mais là où ça bloque, c'est qui a tort, qui a raison. On va arriver à la difficulté que l'on ressent à se montrer tel que l'on est dans un couple. Je vais y arriver dans quelques instants. En fait, la relation amoureuse, elle est totale par rapport à nos blessures. Pourquoi ? Parce que quand on est en couple durablement avec quelqu'un, on ne peut plus choisir ce qu'on va montrer à cette personne. D'accord ? Elle nous voit tout le temps, tous les jours. Donc on ne peut pas choisir les parts de nous qu'on peut montrer. Avec le temps, avec l'ashra comme on dit, on apparaît dans notre intégralité. Exactement. Okay ? Nos forces comme nos petites fragilités. D'accord ? Donc la relation amoureuse, elle nous explose. Et le cœur, parce qu'il est vraiment ouvert à 100%, et elle nous expose. C'est ça que je voulais dire au départ. Mais je me suis bien rattrapée sur exploser. Yes. Bon, on est entièrement à nu, émotionnellement, dans un couple. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Selon la manière que l'on a eu d'être aimé, que l'on a eu de se protéger aussi, inconsciemment, ça va se rejouer aussi dans notre couple, parce que si mon partenaire ou ma partenaire voit que j'ai certaines fragilités, peut-être que je ne vais pas supporter ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais souvent me battre pour avoir absolument raison sur ma position et prouver à l'autre qu'il a tort. Pour quelle raison ? Parce que si je montre que intellectuellement mon idée est la bonne, je n'aurai pas besoin de parler de ce que je ressens. C'est une espèce de mur de protection que je mets. Donc,
En réalité, quand les couples se disputent, ils se disputent pas pour qui a acheté la tomate, pourquoi tu es arrivé en retard, ou qui va emmener les enfants à l'école. Ça, c'est... Ils n'en ont rien à fiche, c'est pas ça le plus important. Ça, c'est des banalités. C'est vraiment des banalités. Mais pourtant, ça peut prendre de très, très, très grosses proportions. Pourquoi ? Parce que si je t'ai demandé d'acheter quelque chose et que tu ne l'as pas fait, peut-être que je peux me sentir pas considérée. Et ça, je l'ai déjà ressenti avant dans mon passé. Si je te demande de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, quelle importance j'ai à tes yeux ? Si je te demande d'être là pour moi quand je vais mal et que tu ne le fais pas, comment je peux me sentir importante ou important ? Donc ça vient déclencher, et c'est un espèce de trigger pour la blessure de l'abandon, du rejet, de la carence affective. Il y en a plein, enfin, je veux dire, des schémas, il y en a, je peux en citer plusieurs. Mais la relation n'est pas un tribunal, en fait. C'est pourquoi on s'acharne autant à avoir raison au risque de ne pas détruire le lien, en fait. Ok. Pas... Alors, on s'acharne parce que souvent, c'est des adultes qui n'ont pas eu un espace émotionnel quand ils étaient petits. D'accord ? Souvent, ils ont dû... Alors, attention, pas de généralité, je vais vous parler de certaines spécificités. Oui. Parce que bon, je sais qu'on a un temps limité, donc je vais donner des exemples concrets, mais il faut savoir que des exemples, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Oui. D'accord ? Un enfant parentifié, par exemple, j'explique ce que c'est. C'est un enfant qui a dû voir son parent malade ou en détresse psychologique ou en détresse émotionnelle et qui a dû croire à un moment de sa vie qu'il devait être lui le soutien de son parent. En l'écoutant, en posant le moins de problèmes possible, en ne montrant jamais ce qu'il ressent. D'accord ? Et donc, il intègre ça. Sauf que notre système nerveux, il se dit que si je répète un comportement, c'est qu'il est utile. Donc, il l'enregistre. Ok ? Arrivé à l'âge adulte, arrivé au mariage, okay, je vais être dans cette... Enfin, ce petit enfant va être dans cette inhibition et dans cette censure de lui-même. Okay ? Donc, quand il est face à la tristesse ou à la colère ou à la déception de sa partenaire, lui, qu'est-ce qu'il a appris à faire ? Il a appris à couper ses émotions pour faire face. Sauf que sa partenaire, elle s'attend à de l'intimité. Donc, si les uns et les autres ne connaissent pas les failles des uns et des autres, ça va se transformer en débat d'idées. Alors qu'en réalité, il y en a un qui se dit, pour t'aimer, il faut que je fasse attention à ce que je ressens. Donc, c'est l'enfant inhibé. Et la personne qui exprime ses émotions, elle est en train de dire à l'autre, j'ai besoin que tu me ressentes, j'ai besoin que tu crées un espace émotionnel. Et en fait, il y a un entrechoc entre les deux. Combat. Okay ? Donc, en fait, l'idée principale de ce que je veux transmettre, c'est que l'intimité dans un couple, elle ne se construit pas uniquement sur les affinités ou sur les moments de plaisir qu'on a passés ensemble, le kiff. Pas du tout. L'intimité, elle se construit d'abord sur la vulnérabilité, sur l'espace que l'on crée entre nous pour qu'on puisse se montrer intégralement comme on est, dans la sécurité et dans l'accueil de l'un et de l'autre. Une émotion, d'accord, ne se résout pas avec des idées et des mots. Elle se résout avec l'accueil qu'on lui offre, qu'on lui apporte. Les galères de l'enfance, on les ramène avec nous à l'âge adulte et surtout avec notre prochain partenaire, c'est ça. Mais ça m'est arrivé une question volontairement. Est-ce que tu es avec l'idée, parce qu'on a beaucoup de gens qui demandent, lors du mariage ou avant mariage, au lieu de ramener un certificat de santé, comme quoi tu es en bonne santé, ramener un certificat auprès du psy, comme quoi tu es stable psychiquement. Alors, je n'en ai jamais fait, rassurez-vous. Et si on me le demandait, je ne le ferais pas. Mais parce qu'il y en a beaucoup de cas, comme tu as cité, qui ne sont pas stables, en fait, et qui partent dans ce projet de mariage et ils finissent par briser l'autre, tu vois. Attention. Stable ne veut pas dire grand-chose. Qui ne sont pas stables, ça veut tout dire et rien dire. Il faut faire hyper attention parce que on peut pas utiliser le mot stable comme un diagnostic. Okay ? Oui, je comprends. Toi, maintenant, tu as des cibles dans la... Mais moi, comme je ne connais rien dans la psychologie, c'est pour ça que je parle comme ça. Oui, non, mais c'est très bien que tu parles comme ça parce que les gens aussi mais tu peux me corriger quand même. Oui, en fait, c'est très bien que tu le fasses parce que maintenant, ce que j'entends, c'est « Oh là là, l'autre est pervers narcissique, l'autre est borderline. » Non, mais attention, c'est des diagnostics. Il faut préciser. Okay ? Ou l'autre est schizophrène. Non, il faut faire attention avec ça. Exact. Qu'est-ce que tu en penses par rapport ? Ce que je pense, c'est que de plus en plus,
Alors, les mariages sont de plus en plus tardifs, d'accord? Parce que les gens ont un besoin de réalisation personnelle plus important. Pour 2 raisons. La première, c'est que la société est beaucoup plus exigeante. Et il y a des injonctions permanentes d'être fort, forte, aligné, heureux. Enfin, moi, je trouve que les réseaux sociaux donnent énormément d'ordres et de conseils pour le bonheur. Je trouve ça presque anxiogène. Par contre, il y a des choses qui sont très intéressantes. Par contre, là où ça devient anxiogène, c'est qu'on n'a pas le temps d'intégrer. C'est un matraquage psychologique permanent. Ok ? La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on se rend compte à quel point notre équilibre psychologique est important. On ne peut plus être heureux juste parce qu'on a de l'argent, une maison, une bonne voiture, c'est pas possible. Okay ? Donc, il y a une conscience plus développée. Maintenant, je pense que ces personnes qui ont cette conscience-là, elles ont tout intérêt aussi à choisir des partenaires pour qui la vulnérabilité et la fragilité est quelque chose de normal. Plutôt que de s'inquiéter de qui il est, se demander si c'est OK, si avec cette personne-là, je peux me montrer tel que je suis. Et si lui aussi se montre tel qu'il est. Si vous avez un partenaire ou une partenaire qui s'inquiète de vos émotions, qui te dit « je t'écoute », qu'est-ce qu'on peut faire à deux pour que tu te sentes mieux ? Mais gardez cette personne, accrochez-vous à elle. Et si vous l'avez déjà à la maison, ne la lâchez surtout pas. Vous avez un diamant, un bijou entre les mains. Et comment on peut différencier une simple dispute à un rapport de force toxique ? Ok, c'est une bonne question. Une simple dispute tolère 2 opinions différentes et divergentes. Une simple dispute peut tolérer qu'on ne trouve pas d'accord. C'est ok, on est d'accord sur le fait qu'on n'a pas trouvé d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour peut-être améliorer la situation ? On peut trouver, quand même on n'est pas d'accord, on peut trouver quelques concessions. D'accord ? Une simple dispute tolère la frustration. Parce que comme je ne suis pas là pour avoir raison, je peux tolérer de lâcher sur quelque chose, puisque mon objectif n'est pas de te prouver que tu as tort et que j'ai raison. D'accord ? Un rapport de domination, tu m'as dit, c'est ça ? Rapport de force toxique, oui. Le rapport de force ne va pas supporter la contradiction. D'accord ? Et surtout, il va imposer la réponse, quitte à ce que tu te sentes très très mal. Le but est d'écraser pour avoir raison, coûte que coûte, quel que soit ton état émotionnel en face. Et on peut réparer le lien sans s'écraser. Est-ce qu'on peut réparer ? Non, mais c'est pas qu'on peut, on doit. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas les idées. Ça dépend de l'autre, non ? Ça dépend des deux. C'est-à-dire que quand on est en couple, il faut qu'on réfléchisse à deux. C'est pas moi contre toi, c'est tous les deux face au problème. Il faut réfléchir en une seule et même entité. Il faut réfléchir et penser la situation en coéquipier. C'est pas je dois te convaincre et tu dois me convaincre. Nous deux, avec nos spécificités, comment on peut s'en sortir ? Et là, ça change tout. Mais on s'en fout de qui a tort et qui a raison. Ok, tu as raison. Et après, qu'est-ce que tu en fais de ça ? Qu'est-ce que tu fais de cette médaille ? Qu'est-ce qu'on en fait après ? Ça te mène où ? En fait, il faut se poser la question de « Ok, j'ai raison ». Et donc, si j'avais eu tort, ça m'aurait renvoyé vers quoi ? Que je suis insatisfaisant ? Que je ne suis pas digne d'amour ? En fait, c'est ça qu'il faut regarder. En réalité, quand on veut absolument avoir raison, c'est qu'on a peur d'être rejeté. Et si on dit ça à son partenaire, tu sais, en fait, j'ai juste peur de ne pas être à la hauteur, j'ai juste peur de ne pas te plaire, j'ai juste peur que tu m'abandonnes, mais ça change toute la dynamique. D'où l'importance de la vulnérabilité plutôt que du combat d'idées. Et je trouve que c'est, je ne vais pas dire impossible, mais quasiment impossible de graver ça dans la tête des gens. Tu dis que c'est quoi la finalité ? On doit penser ensemble. C'est un a priori que tu as. Oui, c'est une peur que tu as. Oui. Ok. Donc, ta peur te fait dire que c'est impossible. Oui. Mais c'est une peur. C'est une peur. Okay. Je vois plein de gens, moi personnellement, qui font ce travail. D'accord. Je fais ce travail, je parle comme ça. Bon, tu vas me dire, je suis psy. D'accord, ok, mais je ne suis pas la seule. Ouais. Et ça dépend aussi, je pense, de l'envie de l'autre de régler les choses. Des fois, tu trouves quelqu'un qui est prêt à sacrifier, à faire pour avancer les choses, et l'autre, il y a un petit peu de résistance. Alors, comment tu expliques aux gens que si tu as un partenaire qui est un peu résistant, de le ramener vers toi et de l'expliquer ça, ce que tu viens de dire. Déjà, regarde ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de dire est hyper intéressant, pardon, pas de faire, de dire. Ce que tu es en train de dire est très intéressant.
Tu pars du principe, et c'est OK. Hein, Là, je parle de la société marocaine. C'est pour ça que j'ai eu des retours. Des retours. Et c'est pour ça que je suis en train de partager la vie des Marocains, la plupart des Marocains, pour lui expliquer comment s'en sortir. Moi, je préfère parler de cas de figure. Oui, Tu sais pourquoi? Parce que je ne veux pas créer de généralisation, parce que chaque histoire est très spéciale. Très spéciale. C'est pour ça. Mais j'entends ce que tu dis. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu es en train de partager avec moi, c'est si l'autre résiste, qu'est-ce que je fais pour le changer? Oui. Mais on ne change pas les gens. On ne change pas les gens. Mais le convaincre que penser de cette manière, ça va avancer les choses. Tu es en train de refaire tout ce que j'invite à ne pas faire, le convaincre. En fait, il n'y a pas à convaincre l'autre. Même convaincre, ça ne marche pas. Je vais te dire quelque chose. Je vais revenir à ça dans quelques instants. Chercher à convaincre, pourquoi pas? Mais ça ne doit pas être... régulier. Ça doit pas... tu dois pas le faire à tout prix. Voilà, c'est ça que je cherchais. Tu peux expliquer, mais tu dois aussi supporter la frustration que l'autre ne soit pas d'accord. Sinon, on va tomber dans ce rapport de force qu'on décrivait tout à l'heure. Okay? L'idée est la suivante. On n'a pas besoin de convaincre l'autre. L'idée est de lui dire, voilà comment moi je me sens. Est-ce que tu peux m'aider? Ça c'est... Ouais. C'est compliqué que la personne te dise non. Non, je ne vais pas t'aider. Surtout, ouais, je comprends. Okay? Autre chose, par contre, ce que j'aimerais rajouter, je vais un peu enrichir ce dont on parle, c'est qu'on ne choisit pas nos partenaires par hasard. Si je choisis un partenaire distant, émotionnellement froid, il est très probable que j'ai été carencée affectivement dans mon enfance, peut-être que j'ai eu un environnement moi-même froid, et que du coup, comme ce que je t'expliquais tout à l'heure, je rejoue le scénario avec un partenaire froid, dans l'espoir de comprendre comment je peux obtenir de l'amour. D'accord? Si un de mes parents était absent, d'accord, ou trop malade peut-être, ou en difficulté sérieuse pour pouvoir assurer son rôle de parent, ce qui arrive. On a toutes et tous des problèmes. Rappelle-toi que l'enfant n'a pas l'espace ni le recul de pouvoir expliquer ça. Il va juste se dire que le problème, c'est lui, que c'est à lui de s'adapter. Donc, il va aller chez un partenaire. Par la suite, quand il va grandir, il va choisir un partenaire qui n'est pas disponible émotionnellement non plus, ou qui n'est pas prêt à s'engager. Donc, je pense que la meilleure des choses que l'on doit faire avant de chercher à changer l'autre, c'est se dire qu'est-ce qui se passe chez moi. Parce que chez moi, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, dans ma maison, intérieurement, je peux le maîtriser. Si chacun travaille sur soi, sur lui-même... Beaucoup de gens ont l'impression de vivre le même scénario avec des partenaires différents. Peur d'abandon, manque affectif, méfiance. Comment tu aides tes patients à identifier ces schémas avant qu'ils ne sabotent tout? C'est dommage, j'ai ça dans mon sac juste là, mais ils ont une petite fiche. Ouais. L'idée de la thérapie avec moi, c'est que je ne veux pas qu'ils pensent que la thérapie s'arrête à la séance. Donc j'essaie de leur donner le maximum d'outils physiques et psychologiques, mentaux, pour qu'ils puissent être une source, se rappeler qu'ils sont capables d'être une ressource pour eux-mêmes. Comment on se rend compte qu'il y a un schéma qui est à l'œuvre? C'est ça que tu es en train de me dire, Yak, j'ai bien compris. Je leur pose une question et ça loupe jamais. Et après, il y a une série de questions qui tombent en dessous. Je leur demande souvent quel est le souvenir le plus ancien que vous ayez en tête qui se rapproche de l'expérience que vous me rappelez aujourd'hui, que vous décrivez aujourd'hui. C'est quand la première fois de ta vie que tu t'es senti humilié? C'est quand la première fois de ta vie, en tout cas le souvenir le plus ancien que tu as en tête, qui te rappelle que tu as été rejeté? C'est quand la première fois de ta vie qu'on t'a dit ce que tu ressens ne compte pas? C'est quand la première fois de ta vie qu'on t'a dit « Oh, mais t'exagères », des choses comme ça. Et en général, ça loupe pas. Il y a une flopée de souvenirs qui arrivent avec une charge émotionnelle très forte. D'accord? Et ce que je vois avec eux par la suite, c'est comment ils ont, face à cette charge émotionnelle, face à ces événements, à ces déclencheurs, comment ils ont répondu à la situation. Et à l'époque, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas forcément plein d'options possibles, de solutions possibles. Ils prennent la solution disponible. Et cette solution disponible se transforme en mécanisme. Donc j'essaie de voir comment la solution disponible dans le passé se retrouve dans le présent. Donc on cherche les similitudes. Et quand il y a des différences, je le souligne. Ça veut dire que c'est possible de faire autrement. Et donc une fois qu'on a trouvé les similitudes, l'idée est qu'ils stoppent d'alimenter le schéma.
ils stoppent le comportement en question, bien sûr. Là, je fais un condensé, je résume, hein, Ouais, ça ouais, prend ouais. plus de temps que ça, en vrai. Et ils doivent explorer de nouvelles options de comportement jusqu'à ce qu'ils puissent trouver la bonne formule chimique, entre guillemets, D'accord, pour pouvoir ne plus être dans le schéma concerné. d'accord. Alors, Et ça on se trouve fait... toujours ces liens avec le passé. Ah bah oui, Ah oui, oui, oui. Oui, ça sort pas d'accord. comme ça, c'est pas de la magie, bien sûr. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui te disait un jour, moi, j'ai pas un souvenir en tête maintenant qui est lié avec ma Alors, situation c'est une très actuelle. bonne... Alors, peut-être que des fois, le souvenir n'est pas apparent, Ah, mais la sensation émotionnelle est familière. ok. Ouais. Et on travaille aussi avec la sensation familiale. Et si je te demande, c'est quoi les ingrédients euh, d'un couple qui fonctionne vraiment aujourd'hui? Est-ce que c'est la communication, Mhm. ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Je pense qu'il y a plein de choses. Je peux partager avec toi et avec les personnes qui nous écoutent des ingrédients, mais encore une fois, c'est tellement spécifique et singulier selon... Enfin, les parcours sont tellement différents que moi, je me méfie des formules magiques. D'accord. Vraiment. Par contre, il y a des pistes intéressantes que je peux partager avec Ok. vous. La première, c'est la vulnérabilité dont je parlais. Il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de solidarité sans vulnérabilité. L'autre ingrédient, on va dire ça comme ça, c'est rester curieux de l'autre, ne jamais le prendre pour acquis. Parce que si vous vous mariez à 25 ans, il y a de fortes chances qu'à 40 ans, vous ne soyez plus du tout la même personne. D'accord ? Et donc, si vous n'accompagnez pas le changement de votre partenaire durant ces 15 années, il y a un fossé qui pourrait se mettre en place. L'empathie, se soucier vraiment de l'émotion de l'autre. L'émotion, c'est pas quelque chose de féminin, c'est masculin. On est tous égaux face à nos émotions. Après, culturellement parlant, on n'est pas tous autorisés à les ressentir de la même manière. Mais quand tu dis l'empathie, c'est la base en fait. Non, Oui, mais comment redevenir empathique? L'empathie, alors, c'est l'autre ingrédient que comment j'allais revivre partager. cette... ouais. C'est l'autre ingrédient que j'allais partager. Souvent, quand je pose la question aux célibataires qui veulent vraiment rencontrer la bonne personne pour eux, certaines et certains d'entre eux, pas toutes et tous, peuvent me dire « je veux que la personne m'accepte comme je suis ». Une personne qui t'accepte comme tu es s'appelle ta mère ou ton père. Exact. J'allais te dire ça. Donc, quand on est en couple, Ouais. il faut vraiment partir avec l'idée que la personne en face de nous, Ouais. elle a une histoire qui n'a rien à voir avec la mienne. Elle a des gènes qui n'ont rien à voir avec les miens. Ouais. Elle a une éducation, des études qui n'ont rien à Complètement voir. différent. Voilà, complètement différent. Donc, il faut que j'ai ce parti pris de me dire que je vais aussi m'engager auprès de cette personne pour l'accueillir Exact. avec ce qu'elle est et réciproquement. Réciproquement. Ouais. Mais avec une tolérance à la frustration, parce qu'il y a des choses qui vont pas me plaire chez elle et inversement, ou chez lui inversement. Et il faut qu'on travaille à deux pour s'améliorer l'un pour l'autre. Mais se dire, elle me prend ou il me prend comme je suis, et rester comme je suis sans m'améliorer, non, c'est une attitude d'enfant envers son parent. Ouais. Et on a beaucoup de cas comme ça, surtout côté des filles. Attention aux étiquetages, attention aux étiquetages, attention, Je rigole. attention. Parfois, ce n'est plus une relation difficile ou toxique. Mhm. Il devient une prison psychologique. Comment, ou bien c'est quoi pour toi la définition claire de l'emprise? Comment on sait qu'on est sous l'influence? Alors, je pourrais te parler des heures de l'emprise. C'est un sujet qui est tellement complexe que peu de gens peuvent voir de l'extérieur parce que c'est tellement insidieux. Mais si je devais l'expliquer de manière pas trop compliquée, je dirais que c'est la prise de pouvoir d'un individu sur un autre. La prise de pouvoir d'un individu sur la psychologie de l'autre, sur sa volonté, sur ses désirs, sur sa liberté. Et ça passe par plein de micro-petites méthodes. Une emprise ne peut pas se faire si dès le départ j'arrive et que je t'agresse. Parce que je vais créer directement chez toi une barrière. Une barrière. Ouais. L'emprise, en fait, elle va se faire par de la séduction au départ. Ah ouais. Ouais, bien sûr, parce qu'il faut faire baisser la vigilance. D'accord ? C'est les gardes, comme ça tu ouvres la porte et
Et la personne peut s'infiltrer dans ta Pour tête. s'infiltrer, ouais. Donc ça va passer par beaucoup de séduction, je réponds à tous tes besoins, j'anticipe tes besoins, d'accord ? Je suis over-présent ou présente, d'accord ? Ça peut être une femme ou un homme qui exerce de l'emprise, d'accord ? Il n'y a pas de genre à ça. Et une fois que je sens pas moi, mais une fois que la personne sent que la confiance est créée, que le lien est là, les bombardements subtils vont commencer. Ça va être, je repense à certains témoignages que j'ai, ça va être, je sais pas moi, t'es magnifique, t'es très belle. Ah, par contre, avec le rouge à lèvres rouge, mais t'es tellement moche, c'est incroyable. Comment tu peux être aussi belle et devenir laide à cause d'un rouge à lèvres ? Et donc, ce truc de chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Il y a toujours mais. Il y a toujours le mais, et surtout, il y a une des caractéristiques qui est très, très importante, c'est le bombardement. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de prendre du recul. Je te bombarde d'amour et je te bombarde de micro-petites agressions. Et si tu te rebelles, je vais te dire, mais t'exagères, mais n'importe quoi, mais t'es trop susceptible, ma chérie. Des choses comme ça. Un homme ou une femme, hein, attention, je vise personne, parce que c'est vraiment possible dans les deux cas, hein, surtout, c'est surtout ça. Donc l'emprise, elle va commencer par ça, par créer de la confusion. Après, si on va sur des cas plus extrêmes, et qui sont bien plus nombreux qu'on le pense, ça va impliquer aussi des moments de chantage affectif, de culpabilisation de l'autre, si bien que l'autre, donc la cible de l'emprise ou la victime de l'emprise, va culpabiliser sur absolument tous ses faits et gestes. Si je sors, si je rentre avec 15 minutes de retard, si j'ai une demi-heure de retard, si je vois mes amis, il y a une espèce de pression, de tension, d'hypervigilance permanente qui s'installe. Et tu vas me dire, mais pourquoi cette personne accepte ça ? Parce que la culpabilisation est tellement forte et surtout elle est tellement intensifiée que, encore une fois, la personne concernée, la victime, n'a pas le temps de prendre du recul. Autre chose. Qu'est-ce qui fait que ça prospère ? La dépendance affective. Comment la dépendance affective s'installe ? Quand j'ai en face de moi, franchement, pour le coup, les mêmes scénarios qui se répètent. Hein. Pour le coup, c'est le même stratagème. Quand la victime a face à elle un homme ou une femme qui répond absolument à tous ses désirs, ses rêves, tout ce qu'elle voulait dans la vie. Et qu'ensuite commence le chaud-froid, la culpabilisation, une culpabilisation atroce. C'est-à-dire que la personne qui crée de l'emprise est toujours la victime de la vraie victime. D'accord ? La vraie victime va toujours attendre ce moment de grâce qu'elle a vécu au début. Elle va toujours trouver des excuses aux agressions, aux culpabilisations, aux victimisations, aux pertes de liberté, parce qu'elle a encore ce besoin de retrouver ce moment. Ce moment a réellement existé. Elle ne l'a pas inventé. Et donc, c'est un peu comme on scroll. Tu sais, si on tombe sur une super vidéo et qu'on tombe sur 10 vidéos pas top, on se dit, mais peut-être que la 11e va être super. Okay ? Et donc, mentalement, on scrolle les moments jusqu'à ce qu'on puisse revivre ce fameux moment exceptionnel qu'on a vécu au tout début. La personne, elle est maligne. Hein. Elle va pas être juste horrible. Rappelle-toi, il y a le chaud-froid. Donc, elle va mettre sa victime à bout. Et quand elle va perdre toute énergie, là où elle pourrait commencer à se rebeller, d'accord ? Elle va redevenir sympathique, agréable, répondre aux besoins, histoire de nouveau faire baisser la vigilance et de nouveau faire espérer et prouver que c'est possible de vivre de bons moments ensemble. D'accord. La question, est-ce que toujours les mêmes personnes qui vécu ça واش هادو اللي كيكون عندهم مثلا un manque, un vide intérieur ou qui ont vécu des expériences pas bonnes mais non, je ne pense pas du tout que c'est ce critère-là qui intervient. Tu parles du profil des victimes ? Alors ça peut être n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. D'accord. N'importe qui. Et surtout, alors on parle souvent de pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est pas un diagnostic, c'est plutôt la qualification du type de rapport que cette personne. Par contre, le diagnostic, ça serait trouble de la personnalité antisociale. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais pardon, je me perds un peu parce que j'ai envie de partager tellement de choses avec vous. Mais l'idée est la suivante. La victime n'a pas forcément eu une vie terrible, pas du tout. C'est plutôt une personne très empathique. Très empathique. Okay ? Intelligente, qui a envie de comprendre. Okay ? Parce que sans empathie, elle ne va pas s'attarder pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Or, le temps que tu mets pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est un temps précieux. C'est le temps que la personne qui veut instaurer l'emprise va utiliser pour matraquer ton système nerveux. Exact. Ok. Donc, c'est souvent des personnes solaires, brillantes, Empathie. empathiques, parce que quel intérêt il y aurait à instaurer une emprise sur quelqu'un d'éteint? C'est pas challengeant. On parle souvent du conjoint manipulateur, mais qu'en est-il Du de... conjoint ou de la conjointe. Ou la Vraiment. conjointe, exact. Manipulateur, mais qu'en est-il de l'emprise d'un parent sur un enfant devenu adulte? Comment on se libère d'un parent pervers narcissique Dans le cas d'un parent pervers sans narcissique. culpabiliser, par contre? Ok. Dans le cas d'un parent pervers narcissique. Oui. Ok. On précise Oui, le cas de figure. d'un parent. Alors, j'ai souvent rencontré ça au cabinet. C'est d'une grande difficulté. Alors, les gens ne le savent pas parce qu'en plus, il s'agit des parents ou d'un des parents. Donc, c'est très, très difficile en société d'exprimer ce qu'on vit avec notre parent parce notre culture, elle est sublime, elle est magnifique, elle est d'une grande chaleur, elle est d'une grande générosité. Le lien social entre nous, il est irremplaçable, il est extraordinaire. Mais en psychologie, notre culture peut enfermer un enfant qui est maltraité et qui est devenu adulte. Parce qu'au nom de Ridat al-Walidin, il va avoir beaucoup de mal à s'extirper d'un parent qui est psychiatriquement dangereux. Malheureusement, le fait de devenir parent ne nous guérit pas de nos blessures, ne nous guérit pas de nos dysfonctionnements. C'est pas parce qu'on devient parent qu'on devient un être vierge de tout défaut. C'est pas vrai. On est parent avec tout ce que l'on est. J'aimerais aussi rassurer les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de parents exceptionnels, ils sont très nombreux. Bien sûr, oui. Maintenant, on parle de cas particuliers qui sont quand même nombreux et qui génèrent beaucoup de souffrance dans l'existence d'un individu. Donc, comment s'extirper de ça? Alors, ce que j'aimerais te dire, c'est que ces personnes, quand elles arrivent en consultation, elles n'arrivent pas avec ce diagnostic du tout. Elles arrivent avec une détestation d'elles-mêmes, en pensant qu'elles ne sont pas à la hauteur, que c'est des personnes qui sont nulles, qu'on ne peut pas les aimer, que si les gens connaissent, apprennent à mieux les connaître, ils verront qu'ils sont vraiment sans valeur aucune. Je caricature à peine. Ouais. Et donc, quand je leur explique qu'en réalité, ça me prend un peu de temps, mais quand je leur explique en réalité de quoi ils sont victimes, au début, il y a toujours une phase de choc. Une phase de choc importante, mais aussi de soulagement. Parce que une part d'eux sait la vérité, mais ils ne savent pas le nommer. Ils ne savent pas le nommer. La culpabilité, j'ai envie de te dire que ça dépend des cas de figure. Pourquoi? Parce que l'enfant adulte, devenu adulte, d'un parent pervers narcissique, s'il est marié avec quelqu'un d'autre, il aura plus de chances de s'en sortir. Parce qu'il va recevoir l'amour de son partenaire, il va donner de l'amour à ses enfants, et puis il a une vraie raison socialement et psychologiquement légitime de se tourner vers autre chose. Parce que ses enfants dépendent de lui, son épouse ou son mari dépendent de lui. Donc il va avoir une vraie raison. Là où, dans les cas de figure que j'ai rencontrés, où c'est plus difficile, voire dramatique, c'est quand la personne n'est pas encore mariée, parce que le parent va faire des pieds et des mains pour entraver sa liberté et maintenir un isolement très fort et vivre avec. Dans le cas d'un parent pervers narcissique, l'enfant n'est pas vu comme un enfant, il est vu comme un objet qui doit répondre à ses besoins. Okay? Sans rentrer trop dans la complexité, en général, il s'agit de sociopathes ou de psychopathes, c'est-à-dire des personnes qui sont complètement dénuées d'empathie, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne sont pas capables d'en donner. Ils peuvent le mimer, d'accord? Mais ils ne le font pas, ils ne le ressentent pas. Et donc, l'enfant va être un outil pour répondre à leurs besoins, un outil pour répondre à leurs sentiments de grandeur. Et en général, ça passe... Pourquoi on parle de perversion? Parce que la perversion implique la destruction de l'autre. D'accord. Et pourquoi pour l'enfant devenu adulte, c'est extrêmement difficile de s'en sortir? C'est parce qu'il n'a connu que ça. Il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Et ça me touche un peu de le dire. Il m'arrive de... Oui, vas-y, je voulais me dire quelque chose. Il n'a pas connu l'amour, oui. Mais peut-être en grandissant, il est grandi son amour, donc toujours il est peur de voir l'amour ou de confronter quelqu'un
Il a Alors, toujours ces barrières. oui, Il ça dit, arrive. peut-être je vais tomber comme de Alors, mais quelqu'un. pas toujours. Il faut faire toujours très attention au toujours en psychologie. Oui, oui, Pas toujours, parce qu'il y en a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui se sont mariés. Il y en a oui. qui ont trouvé vraiment des partenaires extrêmement bienveillants. Ouais. Il y en a qui se sont aussi mariés avec des partenaires qui ne le sont pas, parce qu'on Voilà. reproduit aussi un peu. Exact. Et il y en a qui sont encore seuls. Donc, on ne peut pas généraliser, Non, vraiment. on généralise pas. Ouais. Ce que je peux te dire, c'est que ce qui est difficile dans ce cas de figure, c'est qu'ils croient dans le fait qu'ils peuvent vivre dans la paix, la sécurité et la liberté. Il m'est déjà arrivé de faire des séances hors de mon cabinet où j'ai accompagné plusieurs d'entre eux faire des visites d'appartements pour qu'ils puissent se projeter seuls. Et je me suis rendu compte, je m'en doutais un peu, mais je voulais aussi les confronter à une réalité palpable, possible, que la paix, la sécurité, la liberté, comme c'est inconnu pour eux, eh bien c'est flippant. Et donc ça peut créer de l'angoisse. Ouais. Ils se maintiennent otages de la situation avec le parent concerné. Donc, ma stratégie à moi en tant que psychothérapeute, c'est de les aider sur les autres pans. C'est de les aider à se sociabiliser avec plus de personnes, d'aller vers des personnes bienveillantes qui leur montrent une autre image d'eux, qui leur montrent d'autres sensations émotionnelles, d'autres expériences relationnelles. Et donc, les aider à ce niveau-là, professionnellement, amicalement. Il m'arrive aussi des fois de les faire rencontrer entre eux au cabinet avec leur accord, parce que je suis soumise à la confidentialité. Donc, quand les histoires sont similaires, des fois, je fais rencontrer les personnes entre elles pour qu'elles puissent avoir un échange sur leur expérience et qu'elles se sentent moins seules. Donc, l'idée est que je les accompagne dans les alentours, les sujets autour, pour les encourager suffisamment, pour leur donner suffisamment de force pour pouvoir évoluer. Alors, il y en a qui quittent le parent, qui y arrive, mais qui maintiennent un lien parce que le parent, quand il voit que l'enfant a réussi à prendre son indépendance, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce qui est le boulot de chaque parent. Les parents travaillent à l'indépendance de leur enfant. Ouais. Quand ils remarquent ça, ils vont se mettre dans des situations de précarité, de dramatisation, de « je vais mourir si tu fais ça », de chantage affectif, de menaces, de violence physique. Sauf que l'enfant adulte concerné ne va pas se dire « mon parent exagère ». Il va se dire « je suis la cause du malheur de mes parents ou de mon parent ». Et donc, ça le maintient un peu. Donc, la culpabilité, je dirais que c'est le dernier challenge à relever parce que c'est sur ça que prospère la perversion. D'accord. Tout ce que l'esprit n'exprime pas, le corps finit par l'imprimer sous forme d'anxiété et de trauma. Selon toi, et pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'un trauma ? Qu'est-ce qui se passe en fait dans notre système nerveux quand un souvenir, par exemple, refuse de passer? Bon, je vais pas nommer les parties du cerveau et tout ça. C'est, en général, on ne retient pas ce genre de choses, mais je vais peut-être nommer de loin le fonctionnement, le schéma. Un trauma, c'est quoi ? Un trauma, c'est un événement. C'est pas forcément quelqu'un qui a fait la guerre dans je ne sais pas quel pays ou qui a été victime d'un cambriolage ou qui a fait un grave accident de voiture. Ça, c'est des traumas, bien sûr, c'est la source de trauma. Mais ce n'est pas que ça. Un trauma, ça peut être, je ne sais pas moi, Leïla, X personne, on va dire Leïla, on va l'appeler Leïla, qui a été mordue par un chien à l'âge de 5 ans. Et Leïla, aujourd'hui, elle a 65 ans, elle est sur le trottoir, elle voit venir un caniche sur le trottoir en face d'elle, elle sait que ce n'est qu'un caniche, il ne va rien lui faire. Intellectuellement, elle est consciente qu'elle n'est pas en danger. Émotionnellement, elle est réactivée, comme si elle avait été mordue à l'âge de 5 ans. Comme une phobie, non ? Oui, alors ça prend la forme de phobie, mais pas que. Ça peut prendre la forme d'une phobie, ça peut prendre la forme d'une anxiété généralisée, ça peut prendre la forme d'une tristesse intense et régulière, ça peut prendre la forme d'un sentiment d'isolement par rapport aux autres, ça prend plusieurs formes. D'un point de vue plus biologique, un trauma, c'est une émotion qui n'a pas été digérée, et donc le souvenir qui est relié à elle n'est pas archivé au bon endroit du cerveau, et donc l'information reste vive. L'exemple que je donne souvent en cabinet, c'est si je te raconte une blague maintenant et que tu éclates de rire, demain tu vas penser à ma blague, mais en souriant légèrement. Le surlendemain, tu ne vas même pas y penser. Et si jamais un jour tu la racontes, tu vas juste « Ah oui, une blague sympa », tu vois. Mais tu ne vas pas mourir de rire et pleurer de rire. Parce que quand une information est archivée, que c'est devenu un souvenir, l'émotion se délave, diminue. Ça diminue. D'accord ? Sauf que quand le trauma devient trauma, l'émotion reste extrêmement vive. Et donc la personne est réactivée à chaque fois qu'il y a un trigger, à chaque fois qu'il y a un déclencheur, elle est reprise comme si c'était la veille.
comme s'il venait de vivre l'événement en question. Est-ce qu'il y a des outils ou des méthodes qui réparent ça, Oui. qui soignent ces traumas? Oui, bien sûr. Alors, je vais parler de celle que je connais. Ouais, bien sûr. Il y a le MDR qui est maintenant devenu de plus en plus célèbre et connu. Des gens peuvent m'écrire en me disant « Bonjour, je voudrais utiliser tel et tel outil » et le MDR en fait partie. Alors moi, je m'intéresse à... Je vais expliquer ce que c'est bien sûr. Je m'intéresse à une autre façon de faire le MDR. Je vais dire ce que c'est dans quelques instants. Donc le MDR, c'est quoi? Le MDR, il ne faut pas me demander de le prononcer en anglais. Tapez EMDR, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas très bonne. C'est traiter le trauma par les mouvements oculaires, par des stimulations bilatérales alternées, mais avec les yeux. Je m'explique. Le cerveau gauche télécharge l'information du cerveau droit et la transforme en souvenir avec tout ce que ça implique d'émotions qui se délavent, d'accord, qui s'apaisent. Un trauma, c'est une pièce jointe trop lourde qui n'a pas pu être traitée et qui est restée au mauvais endroit. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à la personne qui porte en elle un trauma de se replonger dans le souvenir traumatique et on va faire ce qu'on appelle des stimulations bilatérales alternées, comme ça avec les doigts. On va relancer le cerveau gauche et le cerveau droit. Ils vont retraiter l'information, mais dans un cadre sécurisé. D'accord ? Donc ils vont revivre l'émotion, sauf que l'émotion, on va aider le patient en question, ou la personne concernée, à la vivre, mais en se sentant en pleine sécurité. Et donc quand le système nerveux va se rendre compte qu'il est possible de revivre le scénario, de le digérer, il va pouvoir le redigérer au bon endroit, pour faire simple. En gros, c'est un peu ça. L'autre méthode qui a été créée par Stéphanie Calfa, une chercheuse au CNRS français, au Centre national de recherche en France, s'est dit, bien sûr, elle pratique le MDR, mais elle s'est posé la question de est-ce que c'est nécessaire de passer toujours par la partie douloureuse pour pouvoir guérir? Et elle a créé la méthode mosaïque. Mouvement oculaire, alors il faut plus mouvement oculaire et stimulation alternée pour intégration cérébrale. D'accord. Voilà, mosaïque. Sa méthode, elle est extrêmement intéressante et je me suis formée à ça récemment. On demande à la personne qu'est-ce qu'elle veut ressentir à la place de la sensation qui pose problème. Plus de calme, plus d'ancrage, plus de stabilité, plus de paix, plus de détachement. On lui dit, mais ok, c'est où dans ton corps? C'est comment quand tu ressens, par exemple, plus de paix ou de relaxation ou de détachement? Elle va dire, je sais pas, c'est peut-être plus relâché au niveau de la poitrine. Okay. Et donc, on va lancer des stimulations bilatérales alternées avec des sons ou avec les yeux. On va travailler avec les yeux, les sons ou même en tapotant le corps, mais toujours en faisant du gauche-droite, 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 gauche-droite. Et donc, les neurones vont intégrer qu'il est possible de ressentir cette sensation, cette émotion face à la même situation. Donc, le MDR, c'est calmer l'émotion de l'événement traumatique ou traumatisant. Et mosaïque, c'est avoir de nouvelles ressources qui vont faire que l'événement va avoir moins d'impact. D'accord. En exerçant ces méthodes-là, est-ce qu'on arrive à débloquer les douleurs complètement? Oui, oui, oui. Oui, alors ça ne veut pas dire que l'événement, on va le trouver agréable. D'accord ? Okay. Ça ne veut pas dire que Caroline, quand elle va voir venir un caniche, elle va se dire « Oh, trop bien, j'adore les chiens ». Mais quand elle va voir le caniche arriver, elle ne va pas se sentir en insécurité. Elle va tolérer sa présence. Donc, il ne va pas se barrer. Non, exactement. Elle ne va pas se barrer. Oui, d'accord. Donc, pour finir, si on devait changer notre regard sur nous-mêmes, comment peut-on comprendre nos émotions? La tristesse, par exemple, les larmes, sont-elles des signes de fragilité ou peuvent-elles avoir une autre définition? Ok. La nature nous a offert des organes pour fonctionner. D'accord ? Elle nous a donné aussi des émotions pour fonctionner. En aucun cas, ce qui nous a été offert naturellement est un dysfonctionnement. Les émotions sont là comme des signaux de notre système nerveux. Quand on arrive au monde, on ne sait pas parler une langue. Un nourrisson, un nouveau-né, ne sait pas parler ni français, ni arabe, ni chinois, ni anglais, ni quoi que ce soit. Donc le seul moyen qu'il a de communiquer avec son environnement extérieur, c'est ses émotions et ses sensations. Donc c'est notre langage primaire, c'est notre cerveau qui parle, c'est notre système nerveux qui envoie un message. Donc nos émotions, ce n'est pas une fragilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est ta tête qui te parle, qui te dit ce dont tu as besoin. Et pour parler peut-être de manière encore plus pratico-pratique, c'est un peu le tableau de bord de ta voiture. D'accord ? Elle te dit où est-ce que tu en es. Donc en réalité, quand tu es triste, c'est souvent le signal que
toi, tu désires la situation A, mais en fait, tu es à la situation B. Et donc, cette tristesse, c'est tout le travail que tu dois faire pour toi, sur toi, pour peut-être un peu renoncer à la situation A et te diriger vers la situation B. Quand tu es en colère, en général, les gens que j'accompagne qui sont en colère, je ne touche pas à leur colère. Elle est nécessaire. La colère, c'est une super bonne amie qui est là pour te dire que tu n'as pas été respecté. Donc, on ne travaille jamais sur la colère. On travaille plutôt sur comment répondre sans agressivité. Bien sûr, la colère n'est pas la violence. La colère, c'est une émotion qui te dit tu n'es pas respecté ou c'est pas juste ce qui est en train de se passer. Donc, on ne travaille jamais la colère, comme on ne travaille jamais la tristesse. On travaille en fait la stratégie pour répondre aux besoins. La peur, c'est aussi un besoin de sécurité. Imaginons que tu es en train de traverser, ou que X, Y, ou que Layla, notre personnage fictif, que Layla traverse la route et qu'une voiture arrive en courant. T'imagines si elle n'a pas peur? Elle se laisse écraser. Donc, nos émotions sont là pour nous dire ce que l'on veut. Après, ce que l'on fait, c'est autre chose. On est tous égaux face aux émotions, on a tous des émotions. Maintenant, on peut avoir des stratégies plus ou moins différentes pour pouvoir y répondre. Il y en a qui vont les couper, d'autres qui vont extrêmement les vivre parce qu'ils ont besoin peut-être d'être reconnus dans ce qu'ils ressentent, d'autres qui vont pouvoir le vivre de manière plus apaisée. Mais qu'importe, c'est-à-dire que toutes les manières sont les manières dont on a besoin à l'instant T. Oui. D'accord ? Donc nos émotions ne sont pas une fragilité. Et une grande partie du travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est de les aider, de leur apprendre à les ressentir dans leur corps. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on ressent une émotion, il y a d'abord l'émotion elle-même, mais l'émotion à la base, elle est censée disparaître, elle ne dure que quelques instants. Et après ça, selon notre plus ou moins grande tolérance à nos émotions, moins on les tolère, plus on va les commenter. Ouais. Mais c'est pas normal, pourquoi je ressens ça, mais c'est pas possible, mais je suis pas à la hauteur, mais qu'est-ce qui va m'arriver, mais la vie est horrible. Et tout ça, c'est des commentaires. Et ces commentaires, c'est des datas, c'est de l'information pour ton système nerveux qui augmente encore plus la sensation initiale, l'émotion initiale. Donc, ce qui se passe, c'est que l'émotion arrive, mais nous, en fait, ce qui crée de la galère en nous, c'est l'émotion plus le jugement que l'on a de l'émotion et le jugement que l'on a, nous, sur le fait qu'on puisse la ressentir. Alors qu'à la base, c'est qu'un signal. Ok, qu'est-ce que je ressens? C'est où dans mon corps? Qu'est-ce que ça me dit? Et pourquoi je pose souvent la question aux personnes que j'accompagne de c'est où dans ton corps? Parce que si j'ai peur, admettons que j'ai peur, là, j'ai très très peur, ok, ça va faire quoi? Ça va faire 20 cm dans mon cœur. 20 cm, c'est tout petit. Et qu'on le veuille ou non, une sensation physique finit par disparaître. Par contre, ma tête, elle peut m'emmener très, très, très loin. C'est pour ça que je leur dis, redescendez dans votre corps. C'est où? Pour éviter le commentaire, d'accord? Sachant que les recherches ont prouvé que seuls 9% de nos peurs pourraient peut-être se réaliser. D'accord. C'est très rassurant, je trouve. Ouais. Et pour finir, Malek, quel est le plus beau souvenir d'une patiente ou d'un patient qui a osé enfin changer ou bien affronter son histoire dans ton cabinet? Alors, je m'attendais, je me doutais que tu allais me poser cette question. Alors, hier, j'étais en train d'y réfléchir. Et tu sais, ma tête, elle est partie dans tous les sens. J'avais trop de personnes en tête. Je me suis dit, mais comment je peux choisir une personne plus qu'une autre? C'est impossible. Il y a trop de choses qui sont merveilleuses qui se passent en thérapie, c'est magique. Et ce qui est super, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre la fin de la thérapie pour voir le changement. Le changement, il commence dès le premier pas que vous faites, à condition de vouloir vraiment faire face à soi-même. Parce qu'il y a des personnes qui viennent et qui se disent, ah, peut-être que le thérapeute va se substituer à moi. Non, il y a un vrai travail de lucidité et de retournement vers soi. C'est pas toujours facile, c'est très exigeant, mais ô combien c'est gratifiant. Peut-être que j'aurais une pensée pour quelqu'un en particulier qui, moi, personnellement, me touche beaucoup parce que si j'étais un animal à sang-froid ou un rocher, je n'aurais pas pu faire ce métier. Donc oui, je ressens beaucoup de choses face aux personnes que j'accompagne. Peut-être une personne qui est venue me voir un jour. Je vais rester le plus vague possible parce que je suis soumise à la confidentialité, qui était dans une solitude totale et absolue. Mais vraiment, pas d'amis, environnement familial éparpillé, pas très bienveillant. Et un jour, elle arrive, elle revient au cabinet, la personne en question, sans dire si c'est une femme ou un homme. Elle se pose sur le canapé et sur le siège et je lui demande comment elle va. Elle me dit, je suis fatiguée, j'ai eu tellement de plans cette semaine, je suis sortie avec des amis lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et là, je lui dis, en fait, t'es fatiguée parce que tu as vu trop d'amis cette semaine. Et là, la personne s'arrête, elle remarque, en fait, elle prend conscience de l'ampleur de ce qu'elle vient de dire. Elle est passée de quelqu'un
dont le téléphone ne sonnait jamais, à quelqu'un qui était épuisé parce qu'elle était trop sortie. Ce jour-là, je me suis dit, je peux mourir tranquille. Cher Malek, merci beaucoup pour cette conversation très authentique et inspirante. Et j'espère qu'on aura d'autres, Inch'Allah, d'autres épisodes, pourquoi pas. Ça sera avec plaisir. Merci à toi aussi. Merci beaucoup aussi pour vous d'avoir continué cette conversation jusqu'à la fin. À très bientôt. Merci beaucoup.